Moi, je suis jeune aujourd'hui, j'ai 17 ans, je vais passer mon bac et on me dit ah, tu vas aller dans un métier de la santé. Je dis ça va pas, non. Les mecs, ils sont tous dans la rue en train de dire que ça va pas, que c'est dur, que c'est pas possible, qu'on n'en peut plus. Bon, déjà, on a quand même un système de santé qui soigne, hein, qui soigne et qui sauve tous les jours. Salut à tous, bienvenue sur Un Défi. Aujourd'hui, on est au ministère de la Santé, dans le bureau du ministre de la Santé, François Braun. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir pour cette interview. Ben, je vous en prie. Il est pas mal votre bureau. Hein. Ouais, je pense que j'ai la plus belle vue de Paris, en ce qui concerne les bureaux des ministres. Il n'y a pas trop les ors de la République, quand même une vue sur la Tour Eiffel magnifique. Je vous confirme, parce qu'on a fait beaucoup de bureaux de ministères, et c'est vrai que vous avez la plus belle vue. D'ailleurs, on enchaîne 2 interviews de ministres sur Un Défi. Alors je sais que dans les commentaires, on va dire « Ah ça y est, vous êtes à la salle du pouvoir, vous interviewez que les ministres ». Non, en fait, c'est les gens qui nous répondent qu'on vient interviewer. Vous nous avez répondu, on a invité plein d'autres hommes et femmes politiques d'autres partis. Ils ne nous ont pas répondu, donc nous on enchaîne et on continue à interviewer. D'abord, première question, comment ça va vous ? Ça va, Ouais. ça va. Un peu de changement dans mon métier, dans ma vie depuis bientôt 7 mois, mais ça va. Vous vous attendiez à être ministre ou pas de la Non. santé? Non. C'est pas quelque chose que vous Non, avez non, prévu? non, non, vraiment, vraiment pas du tout. J'étais intéressé par la chose publique, comme on dit. C'est-à-dire, voilà, j'étais syndicaliste longtemps au niveau de la médecine d'urgence, donc j'étais intéressé un petit peu à tout ça, à faire avancer les choses. Mais de là à devenir ministre, non. C'était pas dans votre plan de carrière, vous aviez pas. Non, pas du tout, non. Vous retournerez comme médecin si demain vous n'êtes plus ministre, ce qui va sans doute arriver un jour? Oui, ça va arriver un jour, ça c'est certain, et ça va arriver peut-être très vite. Mais oui, enfin ça me manque. Je vois quand je me déplace, je vais voir les collègues dans l'hôpital, j'ai souvent envie de rester, discuter avec eux, voir un malade. Le problème c'est que je me déplace rarement tout seul, donc c'est pas facile. Qu'est-ce qui a changé depuis que vous êtes ministre? Est-ce qu'on vous reconnaît plus dans la rue? Est-ce que vous avez moins de temps pour vous? Alors, du temps pour moi, je ne sais plus trop ce que c'est, ça c'est sûr. Mais oui, on me reconnaît plus. Oui, je peux pas passer discrètement. Là, dimanche, j'ai été faire des courses au supermarché, Ouais. près de chez moi. Je rentre à peine dans le supermarché. Ah, le ministre de la Santé. Alors, Les gens avaient le masque ou pas? non, il ne l'avait pas. Ah. Mais dans ce cas-là, vous savez, je ne suis pas courageux. Je fais comme si je ne voyais pas, puis je vais tout droit chercher mes trucs dans les rayons. La chose publique, vous en avez parlé. Vous êtes ministre de la Santé et de la Prévention. Et de la prévention. Et ma mère, justement, disait toujours, quand j'étais petit, elle me répétait toujours, vaut mieux prévenir que guérir. Ouais, ben, elle a raison, il faut l'écouter. Et ça veut dire quoi, prévention, prévenir? Pour vous, ça veut dire quoi? La prévention, c'est prendre soin de soi déjà. Et puis, par extension, c'est aussi prendre soin des autres. Hein. Donc, prendre soin de soi, c'est faire attention à son corps, c'est faire attention à sa tête aussi, hein. Pas partir en vrille pour le moindre prétexte. Donc, c'est ça, c'est prendre soin de soi, faire attention de ne pas avoir de maladie. C'est aussi la prévention, mettre un casque quand on fait du vélo. Hein. C'est de la prévention, voilà, c'est tout ça, la prévention. Et ça rentre tout ça, toute cette prévention-là, rentre dans votre champ d'action en tant que ministre? Oui, alors bien sûr, plus sur la prévention des maladies, sur la prévention des maladies sexuellement transmissibles, un fort enjeu, la prévention qui me tient beaucoup à cœur des infections liées au papillomavirus, qui entraînent le cancer du col de l'utérus, qui entraînent, voilà, ça c'est des enjeux importants. Puis la prévention au quotidien contre la grippe, contre la bronchiolite, contre le Covid. Le port du masque, le lavage de mains, quand on est en période épidémique, enfin, c'est tout ça la prévention. Mais c'est le tabac, c'est l'alcool, enfin voilà. Le problème, c'est qu'on est actuellement dans une logique de prévention, je dirais, punitive. C'est-à-dire, on vous culpabilise. C'est pas bien de manger trop gras. Oui, d'accord, c'est pas bien, mais c'est bon quand même. Voilà, on est dans cette logique. Donc, moi, je cherche plutôt à avoir une logique de la prévention qui deviendrait quelque chose de naturel. Bah oui, c'est bien pour moi, donc je le fais, mais c'est pas une obligation. Vous voyez, c'est ça un petit peu le challenge que je me suis donné sur la prévention. Le papillomavirus, Arthur Sadoun, pour ne pas le nommer, qui a dit que lui-même avait été guéri là-dessus. C'est aussi ça, faire de la prévention, c'est dire que ça peut arriver à tout le monde? La prévention, c'est s'exprimer, c'est dire que, voilà, moi j'ai peut-être trop mangé, peut-être fumé un peu, encore pas beaucoup, j'ai fait un infarctus. Voilà, il faut le dire. Et puis il faut dire pourquoi on est arrivé à ça. C'était quand? C'était le lendemain de Charlie. Ah ouais? Ouais. D'accord. Voilà. C'était lié? C'était complètement lié parce que j'étais un des premiers sur place avec mon pote Patrick Pelou. D'accord. Voilà, ça c'est peu su. Ouais. Mais le lendemain, au milieu d'une garde, j'ai fait un infarctus. Voilà.
D'accord. Un peu de stress quand même, je pense. Ouais, ouais. Voilà. Mais je trouve ça vachement bien que vous en parliez, je vous le dis franchement. J'ai mis du temps. Hein. Ouais. J'ai mis à peu près 2 ans avant de pouvoir en parler. C'est pour ça que je vais aller à la prévention en passant par le sport. Parce que le sport, l'exercice physique, c'est le meilleur élément parce qu'on se sent bien tout de suite. Déjà, ça prévient plein de choses. En prévention, ce qu'on appelle primaire, c'est-à-dire pour éviter de tomber malade, mais aussi en prévention secondaire, quand on a été malade, pour éviter la récidive du cancer, pour éviter d'avoir encore des problèmes cardiaques, etc. Donc ça marche sur plusieurs tableaux. Et l'intérêt du sport, c'est que vous voyez vite les effets. Si vous venez à pied plutôt que de passer par le métro, eh ben vous allez vite vous rendre compte que vous marchez plus vite et que vous êtes moins essoufflé. Si vous montez un étage à l'escalier plutôt que de prendre l'ascenseur, ça va être pareil. Donc mon idée, c'est d'amener un petit peu cette culture de prévention par le biais de l'activité physique. Vous faites du sport, vous? J'en fais plus beaucoup, non. Vous faisiez quoi comme sport avant? Ah ouais, j'ai été passionné de rugby pendant toutes mes études. Ça, j'ai vraiment adoré. Après, j'ai touché un peu à tout parce que voilà, ça me. Vous jouez quel poste au rugby? J'étais pilier droit. Vous voyez des similitudes entre la politique et le rugby ou pas? Ah, je vois des similitudes, en tout cas dans ma façon de voir les choses, je vois des similitudes parce qu'il y a déjà cet esprit d'équipe. Ouais. Et pour moi, c'est essentiel. Enfin, mes potes du rugby d'il y a des années 80, oui, ça date un peu quand je dis ça, j'imagine aux films qu'on voit là, sur les années 80. Bon, ça date, mais c'est toujours mes potes, et c'est mes vrais potes. Voilà. Ouais. Donc ça marque, cet esprit d'équipe, ça marque. Dans une équipe, il y a un capitaine, il y a un entraîneur. Je trouve un peu ça hein, dans le gouvernement. On a une capitaine et un entraîneur, et puis il faut se serrer les coudes. Alors après, il y a les avants, comme moi, c'est un peu les... Au fond du trou, là, à la mine, voilà. Ce qu'on voit pas forcément. Voilà. Et puis il y a les 3 quarts qui brillent, qui sont lumineux. Voilà, on retrouve un petit peu ça finalement. Finalement, le rugby, c'est une transposition de la vie un peu. Vous parliez de votre entraîneur justement, le président de la République, Emmanuel Macron. Avant le 1er janvier, depuis le 1er janvier, les préservatifs sont gratuits pour les moins de 26 ans. Il avait annoncé ça toute fin d'année dernière. C'était son idée ou c'était la vôtre? Ah, c'est une idée qu'il porte, oui. Oui, alors c'est une idée qui est commune, hein, forcément, mais c'est une idée qui porte très fort. Et je crois que là, c'est typiquement aussi dans la prévention. On a vu une augmentation des infections sexuellement transmissibles chez la tranche des 20-25 hein, particulièrement. Donc c'était important non seulement de faire le dépistage gratuit, sans ordonnance, c'est ce que j'ai porté dans la dernière loi sur la sécurité sociale, et puis en complément, bien sûr, le port du préservatif. En tout cas, des marques qui sont déjà remboursées, hein, il y a 2 marques, il est gratuit, ça semble tout à fait logique. Ça semble logique, je suis d'accord avec vous, mais c'est vous qui l'avez fait. Il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Oui, c'est-à-dire que ça fait longtemps que moi-même, quand j'étais étudiant, on avait des préservatifs gratuits, mais on ne comprenait pas, pour être tout à fait honnête, que ce n'était pas vraiment gratuit. Là, aujourd'hui, il faut le dire et le répéter, vous allez en pharmacie, les préservatifs sont gratuits. Voilà, vous allez demander, on ne vous demandera rien de particulier. On ne le dit pas assez, hein, ça préserve vraiment de ces maladies sexuellement transmissibles. Je parlais du papillomavirus, il y en a d'autres bien sûr, qui en plus peuvent entraîner après des troubles pour avoir des enfants par exemple, donc c'est quand même gênant. Monsieur le ministre, on l'a dit, vous étiez médecin urgentiste. Vous étiez où en mars 2020, au début du confinement, pendant le Covid? J'étais au front, ça c'est sûr. Non, j'étais dans mon service, à Metz, et puis on a pris cette vague dans la figure. Enfin voilà, c'était apocalyptique, hein, vraiment. Ouais. Ah oui, bon. On avait un travail de fou. Les gens arrivaient, ils discutaient. 1 heure après, ils étaient sous oxygène, et 3 heures après, ils étaient en réanimation, quoi. Donc je ne veux pas dire que ça tombait comme des mouches, mais c'était vraiment assez infernal. Au point que moi, je rentrais le soir, tard, je faisais les tests en m'arrêtant de respirer pour voir, puis je comptais pour voir si ça allait. Enfin, on devenait un petit peu anxieux, quoi, par rapport à ça. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes un homme de terrain en tant que ministre. Vous avez constaté à l'époque que l'hôpital était peut-être moins bien armé pour affronter ce genre de choses, ce genre d'épidémie, ou pas? Non, les difficultés de l'hôpital, c'est pas nouveau. Moi, dans mon rôle de syndicaliste, j'avais tiré la sonnette d'alarme depuis de nombreuses années, et puis très très fort à partir de 2010-2014. On avait dit vraiment, là, on va quelque part dans le mur. Alors on y allait lentement, mais on allait dans le mur. Au contraire, la crise sanitaire, ça a été une espèce de période où tout le monde s'est ressoudé. Voilà, c'est un petit peu l'équipe qui vient de se prendre 2 essais transformés, qui est à 0, puis qui se dit, allez, on se met sous les poteaux, on se regroupe, puis on dit, maintenant on rentre dans le dur, quoi. C'était un petit peu ça, et du coup, ça
Ça a été une espèce de période entre parenthèses qui a fait croire que l'hôpital était super solide et tiendrait à tout. On a eu une résilience à cette époque qui a été très très forte, et tous ensemble, hein, la société d'une façon générale. Et là, on voit qu'après la crise, en tout cas c'est mon analyse, hein, après cette crise, il n'y a plus de résilience. C'est-à-dire que tout le monde est fatigué, tout le monde est épuisé, tout le monde veut passer à autre chose, et on n'a plus ce côté on va encore tenir. Et c'est ça qui est difficile en ce moment. Et comment on peut faire en sorte que les gens aient envie de tenir ensemble? Parce que c'était le slogan, justement, on parlait du confinement, ensemble. Comment on peut faire en sorte qu'ils aient envie de tenir ensemble? Comment essayer de faire avancer tout le monde ensemble? Eh bien, il faut donner du sens. Moi, c'est tout mon combat. C'est pourquoi on est là? Pourquoi on est soignant? C'est un métier passionnant d'être soignant. Alors, je parle soignant, mais je pense que tous les métiers, hein, on va trouver certains. C'est un métier passionnant. Et on est là avec un objectif. C'est ça qu'il faut redonner. Quand on avait ce sens qui était il faut qu'on soigne tout le monde dans le cas du Covid, etc., on ne s'est pas posé de questions. Et c'est, voilà, comment on raccroche quand vous avez joué aussi hein, au rugby, quand on est un peu derrière, qu'on s'est fait marcher dessus 3 fois en mêlée, comment on arrive à remotiver tout le monde pour dire maintenant les gars, on y va, quoi. C'est un petit peu ça. Vous comprenez le malaise des soignants, le malaise des médecins qui disent qu'ils veulent augmenter aussi leur tarification? Est-ce que vous pensez qu'ils ont été les grands oubliés pendant des années, vous qui avez été dedans? Allez, les grands oubliés, c'est un petit peu dur quand même. Mais oui, je comprends leur malaise, parce qu'on n'a plus de repères. On a l'impression que quoi qu'on fasse, ça avance pas. Ça va pas mieux. Les conditions de travail sont pas meilleures. On a quand même, ce qui concerne l'hôpital, on a quand même asséché l'hôpital pendant des dizaines d'années, quoi, hein, sur une logique strictement budgétaire. Et même maintenant, quand je leur dis non, mais on change de façon de voir les choses, quoi. On y va maintenant, on s'occupe des besoins des patients, on va reconnaître la pénibilité de ces métiers, on va reconnaître le fait que quand on bosse la nuit, quand on bosse le week-end, c'est plus dur. C'est normal qu'on n'ait pas envie de travailler la nuit et le week-end, même s'il y a des cinglés un peu comme moi qui aimaient bien travailler la nuit. Mais voilà, il faut qu'on change tout ça. Mais ils m'écoutent, mais voilà, ils y croient plus trop, quoi. Ouais, bon, d'accord, allez, ok, on veut bien encore essayer une fois. Mais non, je dis non, c'est pas essayer une fois, c'est qu'on va y arriver. C'est vraiment ça, redonner du sens. Vous êtes ministre de la Santé et de la Prévention. C'est quoi ce qui est le plus dur quand on est ministre à gérer? Ministre de la Santé, j'entends. Est-ce que c'est, on parlait des soignants il y a quelques minutes, donc les relations avec eux et créer de l'attractivité aussi dans ces métiers, parce que c'est aussi votre rôle. Est-ce que c'est le débat de la fin de vie aussi, qui est un sujet qui va bientôt arriver, ou alors la gestion des épidémies? Parce qu'il y a eu une triple épidémie au mois de décembre. Non, ce qui est plus dur, c'est justement de sortir de ces gestions de crise, de gérer une crise après l'autre, et de se dire non, il faut qu'on ait une vision sur du long terme. Et c'est ça qui est important. Si je fais l'analogie avec ce que je faisais avant, par exemple, quand vous êtes aux urgences, on en prend plein la tête toute la journée. Les malades arrivent de tous les coins, etc. Ça, on sait faire gérer un malade l'un derrière l'autre. Mais ce qui est plus difficile, c'est de prendre un peu de hauteur et de gérer un service, c'est-à-dire les flux de malades et ces choses-là. Ben, c'est pareil quand on est ministre. En tout cas de la santé et de la prévention. Les autres, je ne sais pas. Mais ça doit être un peu pareil. C'est sortir de ces gestions d'immédiateté de crise et on passe du monkeypox au Covid, et puis on revient à la grippe, et puis on revient aux gens qui sont dans la rue. Et puis, toutes sont des crises qu'il faut gérer. Mais comment on prend de la distance et comment on se dit où est l'objectif. Et c'est ça qui, pour moi, est très intéressant, ce qu'a dit le président le 6 janvier, hein, quand il a donné ses vœux aux soignants. Il a dit, voilà, mon petit gars, ton objectif, il est là-bas. L'objectif, c'est ça. Donc maintenant, moi, je prends la barre et puis j'y vais. On va faire le que oui, que non. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous allez m'expliquer. Je vais vous faire plusieurs propositions et il faut que vous répondiez que par oui ou que par non. Aux propositions. Alors vous avez un joker, j'en ai 2, parce que c'est mon émission. Ah ouais? Donc, oui, c'est... Voilà. Bon, d'accord. Voilà. Et donc, quand vous arrêtez, quand vous me dites joker, vous pouvez m'expliquer pourquoi ou me dire je ne veux pas répondre à cette question. Ok? Allez, on y va. Que oui, que non. Est-ce que vous avez déjà regardé Grey's Anatomy? Non. Vous ne regardez jamais les séries Alors, si. Alors, il y en a 2 que j'ai regardées, mais je parlais d'un vieux con. Hein. J'adorais Dr House. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça génial. Ouais. Et puis, une très très vieille série qui était issue d'un film sur un truc médical, là où je suis un inconditionnel, c'est MASH.
D'accord, ok. Je ne sais pas si ça vous dit quelque Si, chose. si, je connais. Si, je connais. Mais Dr House, c'est mon joker, hein, parce que mon premier joker. Dr House, des fois, quand il donnait des analyses, je sais plus comment on dit, des diagnostics, Ouais. c'était faux ou c'était complètement n'importe quoi? Ah non, c'était assez réaliste. Ouais. Enfin, déjà, il était vachement plus fort que moi, hein, parce que c'est un interniste, c'était pas un urgentiste. Ouais. Mais non, c'était très réaliste, et surtout, c'était une enquête, en fait. On avait mis ça dans le domaine de la médecine, mais ça aurait pu être Sherlock Holmes. Hein. Ouais. Mais ça montrait bien la démarche que moi j'aime bien, hein, qui est la démarche d'analyse clinique. C'est-à-dire, on ne fait pas des radios, des scanners, des machins, n'importe comment, mais on réfléchit d'abord au patient, à ce qu'il présente, et puis c'est comme ça qu'on arrive au diagnostic. C'est pareil avec le système de santé. Ok. Que oui, que non. Est-ce que vous pouvez nous dire combien vous gagnez? Ah oui, parce que c'est publié au journal officiel. Donc, alors précisément, une fois que tout est déduit, machin, etc., je dois être à 6 800, D'accord. ce qui est très confortable. Est-ce que c'est vrai qu'il y a moins de lits dans les hôpitaux aujourd'hui qu'avant? Oui, il y a toujours moins de lits qu'avant, bien sûr, il y a moins de lits qu'avant, oui. Vous voulez Mais- prendre votre joker pour nous expliquer ça précisément? Ouais, j'ai le droit d'expliquer. Ouais, c'est votre ça, joker. c'est Voilà. Joker. Bon, alors j'explique. Oui, il y a moins de lits qu'avant, mais parce que aussi la médecine a changé. Je vous donne un exemple, quelques exemples. Un accouchement, par exemple. Maintenant, vous restez 2 jours à l'hôpital. Moi, j'ai connu l'accouchement où on restait 1 semaine. Donc forcément, on n'a pas besoin du même nombre de lits. Puis il y a un peu moins d'accouchements, donc aussi. Une appendicite, vous sortez quasiment en 48 heures. Avant, pareil, c'était plus d'1 semaine. Un infarctus, j'en sais quelque chose, on sort au bout d'1 semaine. Avant, c'était 3 semaines. Ouais. Vous voyez, la médecine a changé. On a des chimiothérapies maintenant pour les cancers. C'est plus en perfusion, dans des chambres à l'hôpital, mais vous prenez les comprimés chez vous. Donc tout ça a changé. Donc ça a fait diminuer le nombre de lits. On a parallèlement à ça augmenté le nombre de ce qu'on appelle les hospitalisations de semaine ou les hospitalisations de jour. Vous venez le matin, vous repartez le soir. Les hospitalisations à domicile, quelque chose d'essentiel. Donc c'est pour ça que les lits diminuent, en fait, on en a moins Alors, besoin, on a moins c'est de garder les gens. une des raisons pour laquelle le nombre global de lits diminue, parce qu'on en a moins besoin. Après, on a des lits qui sont fermés. Ils sont là, mais ils sont fermés, parce qu'on n'a pas assez de soignants pour mettre à côté. Donc mon objectif, c'est qu'on ait assez de soignants pour les rouvrir. D'accord. Très bien. On continue. Que oui, que non. Est-ce que vous avez une addiction? Est-ce que vous êtes addict à quelque chose? Oui ou non? Alors, oui, Ouais. voilà. Vous voulez pas me dire à quoi? Non, mais j'ai réfléchi et je me dis, à quoi je suis addict? Je suis addict à tellement de choses, mais sinon, je peux me passer de tellement de choses aussi. Il y a des bonnes addictions ou pas? Je vous demande ça parce que c'est Ouais, vrai que... mais si je vais faire un truc, ça va sembler prétentieux, hein, mais Ouais. je suis désolé, mais non, c'est la seule réponse que j'ai. Je pense que je suis addict à la vie. D'accord. Parce que j'aime bien un bon repas, j'aime bien boire une fois de temps en temps Je comprends. un bon quelque chose, voilà, Joker. Mais je peux m'en passer aussi, quoi. Enfin voilà, j'aime bien me balader, j'adore la montagne. Ouais, peut-être ça, je peux pas m'en passer plus d'un an, ça c'est sûr. Mais voilà, j'ai pas l'impression d'avoir une addiction qui dépasse les autres, si ce n'est que j'aime bien vivre, quoi. Et tout ce qui est excessif est addictif, enfin quelque part. Voilà, tout est bien avec modération, on dit. Bon, quand on dit avec modération, ça veut dire qu'on freine les gens, c'est un peu compliqué. Mais je pense qu'il faut profiter de plein de choses. On peut être addict à aller se balader en forêt, on peut être, voilà. Mais si après on bosse plus et qu'on se balade en forêt toute la journée, voilà, on voit bien qu'il y a des décalages comme ça. Je vais vous dire un truc, vous avez répondu à tous les que oui, que non, c'est rare. Ah bon, Ouais, non, mais moi, c'est rare. ouais, Finalement, vous n'êtes pas un homme politique complètement, effectivement, vous venez de la société civile. C'est à ça qu'on je peut le sais pas, vérifier. ouais, c'est Ah non, je vous dis, en fait. peut-être. J'avais jamais vu ça comme ça, mais en fait, oui. Où est-ce que vous répondez à tous les communes que non? Je le fais jamais moi, donc c'est vrai que peut-être qu'un jour j'arriverai pas à le faire. On va faire le tu préfères pour terminer. Je suis obligé de vous tutoyer pour le tu préfères, ça vous dérange pas? Aucun problème. Ok. Est-ce que tu préfères que la France gagne la Coupe du Monde de rugby 2023, mais tu mets la même cravate toute ta vie? Ou alors, l'équipe de France de football gagne la prochaine Coupe du Monde en 2026, mais par contre, tu as un rhume toute ta vie? Non, mais ça va être rugby déjà. Moi, je Ouais. sais rien, je ne renie pas Ouais. mes gènes. Et puis, ils gagnent. Et... Même là, cravate, hein? Ah, mais ça veut dire que je suis obligé de le faire parce qu'ils vont gagner. Ah bon? Donc c'est dur. Bien sûr, on va gagner la Ouais, Coupe du j'espère. Monde de rugby. Ouais, c'est sûr. Vous savez laquelle en tête? Vous avez la cravate en tête que vous allez mettre toute votre vie? Là, on en parlait. Là, j'en ai une qui date un peu et que j'aime bien, qui est une cravate de la Fédération française de rugby. D'accord, très bien. Ça ira avec le thème. On a eu des questions spectateurs. La première, elle vient de Lou, qui nous demande qui est le ministre le plus sympa. Moi. Non, mais hormis vous, celui avec qui vous entendez le mieux. Je pense que c'était ça la question de Lou, hein, j'espère que je la déforme pas.
Ouais, mais là, j'ai pas le droit d'avoir un joker. Bah, après, vous Parce pouvez que- me dire, il y en a plein. Oui, non, mais c'est ça. Déjà, je veux avec ces personnes. Je pense que je m'entends bien avec tout le monde. Voilà, j'ai pas quelqu'un avec qui je peux pas adresser la parole. D'accord. Mais il n'y en a pas un qui a votre préférence, avec qui vous vous dites, tiens, j'irais Ouais. bien boire un petit quelque chose, justement. Ouais, il y en a quelques-uns avec qui on partage un peu le même intérêt pour un liquide ambré issu d'orge Je vois. et qui vient plutôt d'une île assez grande. Deuxième question de Adam, qui nous dit un message à adresser au sujet de la santé mentale des étudiants en santé, dont un grand nombre sont en dépression pendant leurs études, à cause du manque de moyens, de la pression ou du manque de considération selon vous. Et il a raison sur les 3 points. Enfin, je veux dire, ça, c'est un véritable souci. La prévention des risques psychologiques, si on veut dire de façon assez large, des jeunes, et c'est dramatique. Alors, j'ai été voir les numéros d'appel, en particulier un numéro d'appel justement pour les jeunes, avec d'autres jeunes qui sont au téléphone. Bon, on a mis en place un numéro spécial prévention suicide aussi dans ce cadre-là. Je crois que c'est important. Ce qui est important aussi, c'est ce côté qu'on a peut-être un petit peu perdu, ce côté, je me répète, mais collectif aussi. Au niveau des étudiants. Je vous parlais, moi j'ai fait toute ma fac avec une bande de potes, on joue au rugby, on était tout le temps ensemble. Ça arrive qu'on ne va pas bien à un moment donné, il y avait le groupe autour. Ce qu'on a perdu, c'est cet esprit un petit peu de groupe, quoi. Les étudiants, ils sont un peu tout seuls. À cause du Covid, peut-être, parce que non, je pense que on a réalisé le télétravail ou l'étude de travail. Ouais, alors ça n'a sûrement pas arrangé les choses, mais je crois que j'avais discuté avec un pédopsychiatre là-dessus, puisque tout le monde dit c'est à cause du Covid, machin, etc. Il me dit non, c'est pas à cause du Covid. Ça existait déjà avant. C'est une évolution de notre société qui est beaucoup plus individualiste, beaucoup plus sur on met en avant la combativité, c'est pas on travaille avec les autres, c'est qu'il faut les écraser pour avancer. Enfin, oui, c'est un peu tout cet état d'esprit. Et il dit de toute façon, ce serait arrivé. Le Covid n'a fait qu'accélérer un petit peu les choses, mais de toute façon, ce serait arrivé. Donc c'est un enjeu majeur, c'est-à-dire prendre soin de ce qu'il y a dans la tête de nos jeunes, ça c'est vraiment un enjeu majeur. Et ça veut dire que si les gens qui nous regardent, il faut leur dire écoutez vos copains. Oui, ça veut dire écouter, parler. Alors si vous n'avez pas des gens à qui parler autour de vous, il y a ces numéros, le 3114 pour la prévention du suicide, il y a d'autres numéros qui sont largement diffusés dans les facs, en fonction des facs, il y a des numéros d'écoute. C'est vrai aussi pour les soignants, j'en profite. Il y avait une campagne il y a quelques années, dis donc doc, t'as ton doc. Les soignants n'ont pas de médecin traitant, se font mal suivre, ont plus de pathologies. Voilà, il faut en parler, il faut en parler. François Braun, vous êtes ministre de la Santé et de la Prévention. Dernière question. On voit le climat social, c'est pas la folie, c'est pas un truc de ouf en ce moment. Ce qui est normal. Dur, Ah ouais, c'est dur. C'est dur pour tout le monde. Ce qui est normal, ce que j'allais vous dire, les gens sont pour beaucoup malheureux et ils ont le droit de le dire. Dans le milieu de la santé, c'est un peu pareil, c'est compliqué. Vous êtes arrivé il y a quelques mois, donc ça prend du temps de changer les choses. Ma question, c'est de vous dire comment demain rendre le milieu de la santé attractif, comment donner envie aux jeunes de venir travailler dans ce milieu-là. Parce que c'est vrai, on parlait beaucoup du mot essentiel pendant la crise du Covid. C'est un métier essentiel, les soignants. Déjà, on a entendu dire que c'est la catastrophe et que ça ne va pas. Moi, je suis jeune aujourd'hui, j'ai 17 ans, je vais passer mon bac et on me dit tu vas aller dans un métier de la santé. Je dis ça ne va pas, non. Les mecs, ils sont tous dans la rue en train de dire que ça ne va pas, que c'est dur, que ce n'est pas possible, qu'on n'en peut plus. Déjà, on a quand même un système de santé qui soigne et qui sauve tous les jours. Mais c'est vrai que quand on regarde les autres systèmes de santé, on se dit mince, quand même en France, on a un truc qui marche bien. Bon, voilà. Alors oui, c'est dur. Oui, et je reconnais, je suis le premier à reconnaître que c'est dur. N'empêche que c'est un super métier. Donc, essayons de reconstruire un peu la boutique, là, de remettre un peu des bases solides. Alors on change. Je ne vais pas vous faire tout mon truc sur l'offre, la demande de soins, les machins, mais on change la façon de voir les choses, on change la façon de le construire. On construit pour que les gens travaillent plus en équipe. C'est ça qui est important. Et puis c'est génial. Enfin, je veux dire, c'est dur quand vous avez un gamin qui meurt dans vos bras parce qu'il y a eu un accident de voiture, etc. Mais c'est magnifique quand vous faites un accouchement ou quand vous arrivez à sauver quelqu'un. Donc c'est des très beaux métiers. Merci beaucoup de nous avoir reçus dans votre bureau ici au ministère de la Santé. Avec ma vue superbe. Avec votre vue superbe. Et bon courage pour la suite. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis sur la chaîne YouTube Les Indécis. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle interview. Baladez-vous, allez voir toutes les interviews. On interviewe tous les partis politiques. Et nous, on en reparle plus tard avec des non-politiques. Même des non-politiques ou des anciens. Des non-partis. Voilà, exactement. Des non-partisans politiques. Et nous, on se reparle plus tard avec d'autres interviews. Bye bye.